Alors, autant François Bayrou est lent, autant là, le rythme des séquences politiques s'accélère, hein. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'a pas été à l'antenne, il y a plein de trucs à dire. Du coup, on coupe Bétaram. Déjà, vous pouvez voir ça traité ailleurs sur Blast. Puis bon, des abus physiques et sexuels dans une institution catholique pour enfants, qui aurait pu prédire? Je dissoudre donc ce soir l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans Dissolution. L'actualité politique et parlementaire de ces derniers jours a été occultée par un scandale d'État autour des mensonges répétés de notre Premier ministre. Je n'ai jamais su pour Notre-Dame de Bétharram. Enfin, si, j'ai su, je ne savais pas plus que les autres. Enfin, je ne savais pas plus que les autres qui ont lu le rapport d'inspection que j'ai demandé sur Notre-Dame de Bétharram. Bref, ce scandale qui a tout l'air de devenir une véritable affaire d'État occupe beaucoup le temps médiatique. Pendant ce temps, macronistes, LR et RN en profitent pour faire avancer leurs projets sous le couvert du contre-feu primo-ministériel. Et c'est ce qu'on va voir cette semaine. D'abord, Macron a pu nommer un de ses plus proches collaborateurs au Conseil constitutionnel. Ensuite, Retailleau a fustigé l'ultra-gauche quand on lui parle d'une attaque de nazis. Et on parlera aussi des éternelles divisions de la gauche avec la motion de censure toute claquée du PS qui a vécu une véritable humiliation cette semaine. Au grand ravissement des députés RN qui convergent de plus en plus vers le bloc droite macroniste. Mais tout de suite, zoom parlementaire. Mercredi 18 février, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, a été auditionné par les commissions des lois des deux assemblées parlementaires. En effet, il était le choix d'Emmanuel Macron pour présider le Conseil constitutionnel. Au terme de cette journée aussi angoissante que rocambolesque, ce très proche du président Macron s'apprête à prendre la tête de la plus haute juridiction du pays pour 9 ans. Cette nomination est une attaque grave contre notre démocratie. Rappelons-le, le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité des lois à la Constitution, le plus haut texte juridique adopté directement par le peuple. S'assurer que le Parlement respecte bien le mandat constitutionnel que le peuple lui a donné, c'est la difficile tâche que doit réaliser le Conseil constitutionnel. Cette mission est d'autant plus difficile que le Conseil ne jouit pas d'une opinion de respectabilité auprès des Français. Ceux de gauche lui reprochent son manque de clarté et les copinages qui entourent ses nominations. Qu'en est-il de votre compétence à occuper ce poste? Ne nous embarrassons pas de cette question, la doctrine Elisabeth Borne fait désormais foi, je la cite dans le texte, il n'y a pas besoin d'être spécialiste du sujet. Une telle maxime pourrait par ailleurs être inscrite au fronton d'un Conseil constitutionnel qui est connu pour motiver ses décisions de façon particulièrement sibylline et dont la composition unique au monde exonère ses membres de toute qualification. Les élus de droite, eux, lui reprochent sa décision relative à la dernière loi immigration. Ils estiment ainsi que le Conseil constitutionnel est un obstacle à leur politique ultra-réactionnaire qu'ils jugent être celle des Français. Ils ont d'ailleurs particulièrement été gênés par la consécration d'un principe de fraternité. Monsieur Ferrand, le Conseil constitutionnel a par le passé pris des décisions qui sont apparues pour beaucoup de Français aller au-delà de ses compétences, qui est de vérifier la conformité des textes à la Constitution. Ce faisant, il a pu devenir un véritable constituant. J'illustre mon propos par la décision du 6 juillet 2018 sur le concept de fraternité, décision dont la portée a créé du droit constitutionnel sans l'aval du peuple français et de ses représentants. Je n'imagine pas en effet que lorsque le peuple français a avalisé la Constitution en septembre 1958, il imaginait une telle interprétation de l'un des mots de la devise de la République. En nommant Richard Ferrand à la tête de cette institution, Emmanuel Macron s'est assuré que le Conseil constitutionnel ne serait plus, pour notre avenir politique proche, une force démocratique. Comme les députés n'ont eu de cesse de le démontrer, il n'est pas normal que le président de la République nomme un de ses très proches soutiens à la tête d'une institution qui est chargée de contrôler à la fois sa majorité, mais aussi les futures majorités. Vous avez, par ailleurs, été un acteur clé de la réforme constitutionnelle de 2018 qui visait à renforcer les pouvoirs de l'exécutif et avait été impliqué dans la discussion autour d'une révision constitutionnelle qui permettrait au président de la République de briguer un troisième mandat, proposition que vous avez publiquement soutenue dans les médias. Comprenez que vous pouvez être un candidat en mission présidentielle plus qu'un candidat garant de nos institutions. Dans cette audition aussi comique que tragique pour notre démocratie, Richard Ferrand a été l'incarnation du macronisme. Il s'est lavé les mains des critiques et a renvoyé la balle aux autres. Quand on lui a fait remarquer qu'il était proche du président et que le choix n'était pas le bon pour ce poste, sa réponse a été toute simple. Madame Faucillon, vous avez également déploré le mode de désignation. Ce qui fait que je me dis qu'il y a peut-être un consensus tellement large que vous pourriez imaginer procéder à une réforme constitutionnelle pour faire quelque chose de plus conforme
aux vœux de l'ensemble des oratrices et orateurs qui se sont prononcés. Bref, c'est pas la faute à Macron, il en a le droit, et puis si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à changer la Constitution. Cette réponse qu'il a dû trouver particulièrement maligne montre qu'il a déjà une vision partisane de son propre fils. Avec beaucoup de méthodes, il a essayé de masquer sa philosophie juridique. Vous m'interrogez ensuite sur les grands principes, soit à effacer, soit à faire émerger, si je me permets de résumer ainsi votre propos. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui dans la situation où je pourrais vous dire ce que je souhaiterais dans un sens ou dans un autre. D'abord parce que, ce faisant, je ne respecterai pas par anticipation le serment que je devrais prêter si vous décidez que je peux rejoindre le Conseil constitutionnel, et je ne veux pas non plus empiéter sur le rôle du constituant, c'est-à-dire vous et l'ensemble des collègues parlementaires et le peuple français, qui est souverain pour décider ce qui doit relever de ce bloc de constitutionnalité, si tant est qu'il faille l'enrichir ou l'amputer. Mais ces réponses l'ont trahi. En estimant qu'Emmanuel Macron n'avait pas à choisir une personnalité plus indépendante ou plus compétente pour le poste, tout simplement parce que la Constitution ne le demande pas, il a montré sa façon d'interpréter ce texte suprême. Un maximum de pouvoir et un minimum de contrôle. Cette philosophie juridique qui s'éloigne des idéaux de respect de la Constitution et de contrôle démocratique n'est pas surprenante. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel surveille les politiques, mais les politiques, et Emmanuel Macron le premier, n'aiment pas être surveillés. Alors, pour avoir les mains libres, les politiques nomment des proches, des fidèles plus ou moins compétents. Gérard Larcher a nommé un de ses fidèles, le sénateur Philippe Bas. Quoique bon juriste, il reste politiquement dépendant du président du Sénat. Idem pour le choix de Yaël Braun-Pivet, qui a nommé une ancienne députée MoDem, Laurence Vichnievsky, ancienne magistrate certes, mais surtout politiquement reliée à la Macronie et au MoDem de François Bayrou. Bref, les politiques ont, sans surprise, nommé leurs petits copains pour composer l'institution chargée de les contrôler. Dans une tentative aussi erronée que ridicule, Richard Ferrand et ses alliés en commission ont essayé de défendre son indépendance. Ce qui est important de dire, c'est que ces critiques n'ont pas trouvé d'écho dans la pratique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la pratique du Conseil. On se souvient que c'est Roland Dumas qui a validé les comptes de campagne de Jacques Chirac, que c'est Jean-Louis Debré qui a invalidé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et c'est important parce que ça démontre aussi que c'est la fonction qui fait l'homme, finalement, et que le Conseil constitutionnel n'est pas, ce sont des raccourcis, un instrument du pouvoir rendant des décisions, on le voit, parfois contraires aux attentes des autorités en place. Madame Thiébaut-Martinez fait valoir un doute sur mon indépendance du fait de la proximité connue avec le président de la République. Alors vous savez, n'attendez pas de moi le reniement de Saint-Pierre. Je vais ne pas vous dire 3 fois que je ne le connais pas. Ce serait inexact et mensonger. Mais accepter l'idée que avoir partagé des engagements ne crée pas nécessairement un lien de vassalité. Sinon, vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes des citoyens engagés, élus, qui appartenez à des organisations politiques, qui ont souvent un ou une leader, avez-vous le sentiment d'être des vassaux de ceux qui dirigent vos mouvements politiques? Je ne le crois pas. Et pour ma part, je ne considère pas, parce que le président de la République a fait cette proposition, que cela me mettrait vis-à-vis de lui en dette de je ne sais quoi. Ce n'est pas lorsque une nomination vous est proposée, une responsabilité vous est proposée, ça ne fait pas de vous le débiteur de celui qui le propose. Où irions-nous? Où irions-nous? Où allons-nous? Très bonne question. Tout d'abord, il faut noter que nous sommes la seule démocratie d'importance qui procède aux nominations de sa juridiction suprême de la sorte. L'aspect caricatural de votre nomination nous porte à une interrogation fondamentale. Qui peut croire que de telles règles de nomination garantissent un quelconque contrôle du pouvoir ? Vous avez repris tout à l'heure l'expression de Robert Badinter qui revendiquait un devoir d'ingratitude envers ceux qui l'avaient nommé. Vous sentez-vous capable d'un tel détachement ? À cette question de l'indépendance s'ajoute celle de la compétence. La France fait figure d'exception en Europe. C'est l'une des rares démocraties où les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas nécessairement des juristes. Que pensez-vous de la présence au Conseil constitutionnel des anciens présidents de la République ? Comme pour beaucoup d'originalité constitutionnelle, le fait d'être la seule démocratie à fonctionner de la sorte n'est pas un gage de qualité, mais bien d'erreur.
Prenons au sérieux 2 secondes son affirmation d'indépendance. Si au fond, nommer quelqu'un ne vous assure pas sa loyauté, alors pourquoi ne pas nommer quelqu'un de vraiment compétent à ce poste ? Plus compétent, il saura mieux débrouiller les questions très complexes posées au Conseil constitutionnel. Et c'est un des plus gros reproches faits à Richard Ferrand. Il est gravement incompétent. Monsieur le Président Ferrand, le devoir d'ingratitude, comme l'appelait Georges Vedel, ne peut pas être qu'une bonne intention. Il doit être garanti par des qualités d'indépendance, de rigueur, d'intégrité manifestées auparavant, seul à même à faire échapper aux soupçons de connivence. Moi, j'ai 5 questions à vous poser pour nourrir ce que vous avez appelé votre introspection. Premièrement, est-il exact, comme l'écrivent M. Davet et l'homme, que convoqué par la Cour de justice de la République, vous avez fait relire par la présidence de la République votre projet de témoignage, ce qui serait une drôle de conception de la séparation des pouvoirs. Ferez-vous de même avec les projets de décision du Conseil constitutionnel? 2, vous comparez souvent votre nomination à celle de Jean-Louis Debré. Quand il est nommé en mars 2007, personne ne peut douter que M. Debré sera totalement indépendant à l'égard de Nicolas Sarkozy. Mais surtout, Jean-Louis Debré avait 10 ans de carrière de magistrat derrière lui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre formation juridique et ces fameuses 2 années de droit dont on entend parler? Les parlementaires ont d'ailleurs posé des questions qui ont eu l'air compliquées. Dans un ordre différent, mais touchant encore à la hiérarchie des normes, comment voyez-vous dans vos futures responsabilités l'application de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 septembre 2024, dite Energotnica, qui décide qu'un juge national n'est pas tenu d'appliquer une décision de sa Cour constitutionnelle qui enfreint le droit de l'Union? Mais en réalité, ce sont des questions auxquelles un bon étudiant de 3e année en études juridiques devrait pouvoir répondre. Richard Ferrand, en élève peu assidu, n'a donné que des réponses vagues et peu convaincantes, loin des exigences de compétences requises pour la fonction à laquelle il est appelé. Souleviez un point récent, une jurisprudence récente, qui tendrait à laisser penser que la Cour de justice de l'Union européenne, je crois que c'est cela que vous avez cité, Monsieur Latombe, estimerait que, au fond, les décisions du Conseil constitutionnel, si je traduis en français la crainte que vous avez pour l'ensemble des autres pays, eh bien qu'il y aurait une sorte d'inversion de la hiérarchie des normes. Alors là-dessus, les choses sont extrêmement claires. Dans notre ordre juridique, évidemment que c'est la Constitution qui est au sommet de la pyramide. Évidemment. Et que, par conséquent, une Cour, fût-elle européenne, ne peut pas juger que des dispositions constitutionnelles françaises seraient en quelque sorte, on pourrait les éviter, enfin, pour reprendre l'exposé que vous avez fait. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'il a été confirmé par les commissions parlementaires à une seule voix. Il s'en serait fallu d'un seul député qui vote contre lui pour que sa candidature soit rejetée. Alors qui sont les traîtres? Qui sont les soutiens indéfectibles du macronisme? Eh bien déjà, ce ne sont pas les LR. Comme on l'a vu avec les questions d'Olivier Marleix, les députés LR étaient vent debout contre le candidat présidentiel. La gauche non plus n'a pas mâché ses mots. Ces derniers jours, d'éminents professeurs de droit, notamment dans plusieurs tribunes, ont vivement critiqué votre éventuelle nomination en estimant qu'elle ne s'intègre ni dans une exigence de compétences techniques, ni dans une impartialité, objective comme subjective, vous plaçant au-dessus des contingences politiques. En réalité, à nos yeux, votre nomination serait le symbole d'une pratique politique où des postes à haute responsabilité sont attribués en fonction de la proximité politique avec des intérêts et des faveurs en jeu. Et j'en termine par dire que rien que le fait de vous être dit favorable à un 3e mandat d'Emmanuel Macron crée un doute important chez nos concitoyens. Et dans la crise de régime que nous traversons, nous ne pouvons pas nous le permettre. Petite parenthèse, que tout le monde se rassure, ce n'est pas parce que Richard Ferrand s'est dit favorable à un 3e mandat macronien qu'il aura bien lieu. Le Conseil constitutionnel n'a en aucun cas le pouvoir de modifier la Constitution. Sans surprise donc, c'est le RN qui a validé la candidature de Richard Ferrand en s'abstenant de prendre part au vote. Alors, pourquoi le RN a-t-il contribué à valider la candidature choisie par Macron? On peut donner plusieurs raisons différentes, mais qui se résument en une seule phrase. Un Conseil constitutionnel affaibli par des nominations politiques n'en sera que plus favorable au RN. D'abord, c'est le Conseil constitutionnel qui contrôlera l'éligibilité de Marine Le Pen aux prochaines élections législatives si elle est condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Imaginez si un copain de Macron empêchait Marine Le Pen de participer à une élection. C'est tout bénef pour le RN. Si elle est empêchée, le Conseil sera vu comme une institution partisane qui étouffe les Français. Et de même si le RN arrive au pouvoir, que pourra faire un Conseil constitutionnel? Pourra-t-il sanctionner les actions inconstitutionnelles de ce gouvernement d'extrême droite? Sa légitimité est méthodiquement détruite par son président, le bon copain de Macron. Le résultat de cette nomination est aussi clair qu'il est démocratiquement dévastateur.
Après des années de brutalisation démocratique où progressivement toutes les digues ont été franchies, l'état de droit français est moribond. Sur son corps secoué des derniers râles d'un mourant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sa partenaire de toujours, viennent d'enfoncer la lame pour achever le dernier rempart démocratique. Dans le silence assourdissant de notre classe politique, trop occupée à poursuivre les tendances médiatiques, notre République se meurt. Le coup d'État n'est plus très loin. Macron a préparé le terrain, Le Pen s'apprête à le mettre en marche. L'alliance Macron-RN s'est encore une fois révélée lors de la motion de censure du PS discutée et votée mercredi 19 février. Déclenchée pour critiquer la ligne réactionnaire du gouvernement Bayrou, elle n'a pas été sans remous. Bayrou, délesté de la charge de faire adopter le budget, a renvoyé sèchement le PS. Et voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Une motion de censure dont un des mieux informés de cette Assemblée, ancien premier secrétaire du Parti socialiste et ancien président de la République française, a dit textuellement « Ce n'est pas une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, c'est une motion de censure pour montrer que nous sommes dans l'opposition. » Une motion de censure à blanc, après avoir à juste titre refusé 4 motions de censure à balles réelles. C'est une motion de censure de congrès. Et voilà le parti de Blum, de Jaurès, le parti de François Mitterrand et de Jacques Delors, dont j'imagine vous devez bien avoir dans vos locaux des portraits. Les portraits des grands ancêtres, il va falloir que vous les retourniez contre le mur pour qu'ils ne voient pas à quels expédients le Parti socialiste en est réduit. On va pas défendre les choix opportunistes du PS, mais venant du menteur en chef, c'est un peu fort de café. Il est déjà loin, le temps où Bayrou respectait cette gauche qu'il estimait être la seule responsable. Ça a même choqué les membres de sa propre majorité, qui auraient bien vu dans le PS des alliés durables pour gouverner. Monsieur le Premier ministre, je vous l'avoue, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris vos saillies initiales à l'encontre d'un parti à qui votre gouvernement a tendu la main et qui a accepté, à contre-cœur certes, de saisir la main tendue. Les concessions que les socialistes ont su arracher à ce gouvernement sont le fruit d'un esprit de responsabilité que je dois souligner ici, même si celle-ci s'est parfois exercée au détriment de la vision portée par le groupe que je représente. Rappelons-nous du triste mois de décembre dernier, alors que nous abordions la motion de censure qui allait faire tomber le gouvernement Barnier. La seule question sur toutes les lèvres était à l'époque « Que va décider le Rassemblement national ?» Désormais, c'est Boris Vallaud, c'est Olivier Faure, c'est François Hollande que l'on surveille comme le lait sur le feu. Car désormais, c'est vous qui décidez. Votre plus grand succès, c'est celui-là, le fait d'avoir retiré le volant des mains du Rassemblement national. Mais le revirement de Bayrou n'est pas surprenant. Comme Éric Coquerel l'avait prévu, la seconde phase de son plan est enclenchée. Le scénario, ça sera que au moment où le gouvernement peut être censuré sur une ligne de gauche, il ne le sera pas. Et l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en 2025 pour la suite de l'année, ce gouvernement et M. Bayrou va s'appuyer sur d'autres groupes, notamment le RN, pour faire passer ce qu'annonce ce week-end M. Retailleau, c'est-à-dire suppression, ou en tout cas baisse de l'AME, plus diverses dispositions, puisque M. Retailleau a expliqué ce week-end que les Français de deuxième et troisième génération d'origine immigrée, il y avait une régression ethnique. D'accord ? Voilà pourquoi, voilà ce que va laisser vivre, voilà ce que va laisser vivre le Parti socialiste s'il ne vote pas la censure. Sans surprise, les députés RN se sont abstenus de la voter, devenant définitivement la précieuse béquille du macronisme. C'est un des seuls groupes qui se revendique d'opposition à n'avoir pas voté la moindre motion de censure depuis janvier. Quant au PS, peut-être cette humiliation servira-t-elle de leçon et lui évitera à l'avenir de s'éloigner des positions communes de ses partenaires du NFP. On peut toujours rêver. À côté de cela, l'Élysée fuit toujours ses convocations devant la commission d'enquête parlementaire sur les erreurs de prévision financière. En effet, les députés se sont retrouvés face à une situation budgétaire qui ne correspondait pas à ce que les ministres leur avaient indiqué. Éric Coquerel a donc ouvert une enquête pour savoir qui savait quoi et quand. Ils ont ainsi auditionné beaucoup de ministres et anciens ministres qui, tous plus ou moins formellement, ont indiqué que la décision venait d'en haut, sous-entendu de l'Élysée. Pour aller au fond des choses, la commission d'enquête a convoqué un des plus hauts fonctionnaires de France, le secrétaire général de l'Élysée et bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Collère. Je vais écrire de ce pas à M. Collère pour qu'on puisse interroger. Je rappelle que, aussi, une des raisons pour lesquelles je le souhaitais, c'est qu'il y a eu pas mal de témoignages qui a fait état d'une réunion le 13 février à l'Élysée, manifestement décisionnaire sur la question de savoir si on faisait un projet de loi de finances rectificative qui était absolument très important. C'était au printemps, avec le Premier ministre, le ministre de l'économie, le président de la République, M. Collère, et que
d'autres personnes ont fait état de nombreux entretiens avec M. Koller sur cette question budgétaire qui, effectivement, théoriquement, est une responsabilité gouvernementale et pas de l'Élysée, mais ce n'est pas de ma faute si l'Élysée s'en est largement mêlé au point, manifestement, de prendre des décisions. Donc, dans ces cas-là, je trouve que c'est normal qu'il soit devant notre commission d'enquête. Cependant, ce dernier n'a jamais donné suite aux convocations, pourtant obligatoires de la commission d'enquête. Ce que dit la loi, c'est que c'est le président de la République qui, effectivement, n'a pas été, entre guillemets, irresponsable devant l'Assemblée. Mais à aucun moment, il n'est écrit que c'est tout le personnel de l'Élysée. Enfin, je veux dire, c'est une généralisation qui est faite, qui, à mon avis, est abusive, d'autant plus qu'il y a jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a 6 cas, déjà, de personnes... deux collaborateurs de l'Élysée qui ont été convoqués, notamment dans l'affaire Benalla. Il y a même des cas où ce n'est pas des affaires directement liées à l'Élysée et ces personnes s'y sont rendues. Alors effectivement, il y a d'autres cas où les personnes s'y sont pas rendues. Il n'y a pas eu de suite, mais ça c'est le président ou la présidente de la commission d'enquête à ce moment-là qui l'a décidé, peut-être parce qu'elle était de la même couleur politique que les personnes qui étaient convoquées. Mais comme vous savez, ce n'est pas le cas de la commission des finances, donc il me semble normal de traiter M. Koller comme toute personne qui est convoquée, qui n'a pas à juger s'il a le droit de venir ou pas, ou si c'est constitutionnel ou pas. On lui demande de venir, il vient. Éric Coquerel a haussé le ton et a demandé à la commission de réitérer formellement sa convocation. Donc, la commission d'enquête sur les causes de la variabilité dans les prévisions 2023-2024 vient de se réunir pour décider... d'approuver ma décision, c'est-à-dire d'écrire une dernière fois à M. Koller, secrétaire général de l'Élysée, un courrier dans lequel je lui demande de se rendre à la convocation de cette commission en lui rappelant sinon les peines encourues qui sont de 7 000 € d'amende et de 2 ans de prison plus de l'inéligibilité. Ce qu'elle a fait à une majorité écrasante. Quel a été le résultat exact? 40 à 21, c'est très large. 40 à 21. Ouais. 40 pour. Affaire à suivre donc. Pour autant, une fois n'est pas coutume, les camps macronistes et insoumis ont réussi à coopérer cette semaine et à présenter un projet commun. Cette semaine, les forces réactionnaires se sont unies pour casser l'avenir d'un rapport transpartisan sur la lutte contre la drogue porté par le député LFI Antoine Léaumont et le député macroniste Ludovic Mendes. Cet effort transpartisan est suffisamment rare pour être souligné et montrer que, sans idéologie, les parlementaires peuvent travailler au bien commun quand on leur en laisse l'opportunité. Nous ne portons aucune idéologie. Je n'ai pas parlé ici du président de la République ou du président de mon parti, ce que vous avez fait à plusieurs reprises en parlant de votre présidente de groupe parlementaire. Et je crois qu'on ne peut pas dire que Antoine Léaumont et moi-même soyons très proches idéologiquement. Je pense que politiquement, ça s'est vu à plusieurs reprises et on l'a su le démontrer. Après des années de travail interrompues par démission et dissolution, la mission d'information demandée par Antoine Léaumont sur l'efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants a enfin pu rendre son rapport. Ce travail transpartisan a présenté ses conclusions mardi 18 février. Les 2 députés ont ainsi commencé par dresser un tableau du trafic de drogue en France. Le mode opératoire, l'organisation et le fonctionnement des grandes organisations criminelles autour desquelles se structurent les réseaux de trafiquants de stupéfiants nous a également été précisément décrit. Les trafiquants ont aujourd'hui recours à un usage décomplexé de la violence. L'objectif des trafiquants est en effet de générer du profit à n'importe quel prix et d'anéantir la concurrence créée par les autres groupes criminels, y compris par la violence la plus brutale. Particulièrement adaptables, les trafiquants exploitent aujourd'hui la moindre vulnérabilité, qu'elle soit territoriale ou humaine, pour faire fructifier leurs activités criminelles. Bien entendu, aussi en termes de justice. Ils redoublent d'ingéniosité pour contourner les stratégies mises en place par les forces de sûreté, nouveaux pays rebonds, utilisation de voiliers plutôt que de conteneurs, déport vers des ports secondaires, délocalisation de la production pour la rapprocher des consommateurs. La situation est ainsi sans appel. La consommation de drogue augmente, la production augmente, et au milieu de tout ça, consommateurs et petites mains se font broyer par un système hyper-capitaliste. Nous avons d'abord fait le constat évident, mais de la grande disponibilité de l'ensemble des produits stupéfiants sur notre territoire, sur ce marché ultra-capitaliste illicite que constitue celui des substances stupéfiantes. L'offre comme la demande sont en hausse constante. Quelques chiffres pour vous en convaincre. La croissance du marché de la cocaïne est impressionnante. Entre 2010 et 2022, le volume de cocaïne saisi à l'échelle mondiale a augmenté de 220%. Importée principalement par la voie maritime, elle arrive en Europe par les ports de la façade maritime nord et ouest. Ces ports sont aujourd'hui particulièrement vulnérables et l'objet de stratégies criminelles de plus en plus sophistiquées. Les 2 rapporteurs montrent ainsi que la solution répressive classique ne fonctionne pas. La tentation est celle de mettre en œuvre des méthodes exceptionnelles adaptées à la
guerre menée contre le narcotrafic. Pour traiter le développement du trafic de stupéfiants, c'est bien souvent cette logique qui l'emporte, ouvrant la voie à toutes les hostilités juridiques, la guerre contre le trafic, la menace que ce phénomène criminel caractérise pousse à armer le pays en le dotant d'un arsenal juridique démultiplié à la hauteur de cet affrontement et qui menace à son tour l'état de droit. La lutte contre le trafic de stupéfiants est aujourd'hui dirigée contre tous, indifféremment du degré d'implication de chacun. Sont ainsi visés le haut du spectre criminel, mais aussi les petites mains du trafic et enfin les consommateurs. Tous sont aujourd'hui considérés comme des criminels ou des complices du trafic. Et un clip récent du ministère de l'Intérieur montre d'ailleurs à quel point cette logique est à l'œuvre dans notre pays. Il est plus que temps de changer de méthode. Que ce soit à l'échelle internationale, européenne ou nationale, la réponse à la circulation toujours plus importante des produits stupéfiants est donc essentiellement répressive. Or, le constat de la mission d'information est sans appel. Cette approche répressive ne produit pas les résultats attendus, preuve des chiffres que nous avons annoncés en début de cette allocution. Elle n'a contribué ni à endiguer la demande, ni à faire baisser le trafic de stupéfiants qui ne cesse de s'accentuer. Les règlements de compte, de plus en plus visibles et médiatisés, font la fierté des clans mafieux qui les commanditent. La consommation de produits stupéfiants illicites, elle, ne recule pas. Pour plus de détails, on vous invite à aller voir l'excellente vidéo de Salomé Saké et Paloma Moritz sur le sujet. Une des plus grosses critiques des deux rapporteurs contre le tout répressif est simple. Ça ne marche pas. Au sens le plus basique possible, la saisie de drogue sera toujours insuffisante pour que l'activité criminelle ne soit pas attractive. Comme les rapporteurs l'indiquent, malgré les impressionnantes saisies, les réseaux de drogue rentrent dans leurs frais même quand 90% de la marchandise est saisie. Et je peux vous assurer que quand on parle avec les responsables d'Europol, d'Eurojust, ou alors, comme Antoine le disait très bien, de l'ONUDC, qui œuvrent au niveau international, la majorité d'entre eux disent tous la même chose, c'est que malheureusement, toutes ces politiques ne sont pas suffisantes en l'état. Et même quand on se donne les moyens, certains pays ont envoyé l'armée, ils sont toujours gangrénés par les narcotrafiquants parce que la puissance financière, et pour répondre à notre collègue Roger Vico, quand on achète 1 kilo de cocaïne aujourd'hui au Suriname, on le paye 3 000 €. Il a traversé l'Atlantique, il a fait x10. Quand on l'a acheté, il est pur à plus de 90%. Il va être coupé au moins 4 fois. Donc voilà pourquoi le tonnage est un peu différent aussi. Et une fois qu'il sera revendu sur le territoire national, il va encore faire x10. Voilà pourquoi ils sont prêts parfois à perdre 75 ou 90% de la cargaison, parce que quoi qu'il arrive, ils gagneront de l'argent et ils ont une avance monumentale face à nous, parce que le haut du spectre n'est jamais suffisamment inquiété, parce que le blanchiment d'argent n'est pas mis en haut des politiques publiques pour lutter correctement contre le blanchiment d'argent, et on a un phénomène de corruption qui est malheureusement pas valorisé par tout le monde. Quoi qu'on fasse, je veux dire, on pourra choper la quantité de cocaïne, de cannabis, de ce que vous voulez sur le territoire national, tout ça est inefficace pour faire perdre de l'argent aux trafiquants. Inefficace pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en particulier parce que les trafiquants ont multiplié les routes, aujourd'hui, quand une partie de la substance, et notamment de la cocaïne, arrive sur notre sol, en réalité, les trafiquants sont déjà rentrés dans leurs frais. Alors, il propose de vraiment s'attaquer à ce qui rend le trafic lucratif, son illégalité. Les deux rapporteurs proposent ainsi de dépénaliser un certain nombre de drogues et de légaliser sous strict contrôle public le cannabis. Plus encore, et c'est sans doute la conclusion la plus ambitieuse à laquelle nous sommes parvenus, il nous est apparu urgent de changer de paradigme en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Pour initier ce changement, la première étape indispensable est d'associer la population à la réflexion autour de l'encadrement de l'usage de produits stupéfiants, soit par le biais d'un débat public, soit par le biais d'un référendum. Qu'il s'agisse des politiques publiques en matière de prévention, de santé publique ou de sûreté publique, le plus efficace est toujours d'impliquer nos compatriotes dans les prises de décisions majeures qui les concernent. Pour ce qui concerne vos co-rapporteurs, nous avons estimé, après notre enquête, que la dépénalisation de la détention de produits stupéfiants en dessous d'un seuil de 3 grammes serait une étape importante pour déstigmatiser les consommateurs, faire de la prévention et concentrer l'action des forces de sûreté et des magistrats sur le démantèlement des trafics. Enfin, la légalisation de la production, de la distribution et de la détention du cannabis que nous recommandons doit être associée à une prévention ciblée sur les mineurs et les personnes âgées de moins de 25 ans, dont la consommation de cannabis présente des risques sanitaires plus grands. Les rapporteurs sont bien conscients de la difficulté de la tâche. La légalisation, comme tout encadrement de substances addictives, est extrêmement délicate à réaliser. Elle peut très bien déraper et échouer comme dans certains États américains où la consommation et la part illégale des drogues n'ont fait qu'augmenter. Cependant, d'autres exemples comme celui du Québec sont rassurants. Un encadrement strict permet, à moyen terme, une amélioration très nette des conditions de santé publique en matière de stupéfiants. Mais d'autres expériences sont bien plus intéressante à mon avis à suivre, et notamment celle du Québec où j'ai vécu pendant longtemps, où la légalisation s'est faite de manière très encadrée,
avec une mainmise de l'État sur tous les niveaux de la production, de la transformation et de la distribution, des prix encadrés, un encadrement de la sensibilisation évidemment des jeunes consommateurs qu'il faut à tout prix protéger, une majorité portée à 21 ans pour la consommation. Avec tout ça, on a aujourd'hui une province du Québec dans laquelle la consommation n'a pas augmenté, elle a même un peu diminué. La part de marché du crime organisé s'est effondrée. On a aujourd'hui plus de 60% du cannabis qui est en fait aux mains de l'État et des taux de THC, puisque c'est souvent ce qui est reproché, qui ont plutôt été en diminution, et évidemment un cannabis légal qui, lui, maintient les taux de THC en dessous de niveaux dangereux. Mais les forces réactionnaires, elles, n'ont pas vu la chose sous le même angle et ont entonné leur litanie classique. On n'a jamais vraiment essayé la répression. Face à cette situation inacceptable, les pouvoirs publics restent passifs, c'est un constat. Les opérations Place Net XXL du précédent ministre de l'Intérieur n'ont rien changé. Nîmes aussi a eu le droit à son coup de com' XXL, évidemment sans résultat. Alors, chers collègues, si votre rapport fait certains constats que l'on peut partager, il y a aussi de grosses anomalies dans ce rapport. Mes collègues l'ont dit, votre proposition de légaliser ou dépénaliser certaines substances est une erreur et serait particulièrement dangereuse. Quant à vos propos, monsieur Léaumont, précisant qu'il ne faut pas, je cite, stigmatiser les petites mains des trafics, ils sont à l'image de votre mouvement politique. Vous dites aussi que le tout répressif ne fonctionne pas, et j'en conclus, et qu'il faut donc changer de politique en la matière. C'est là notre différence. Le tout répressif est nécessaire, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne fonctionne pas, car nous ne l'avons jamais essayé. Ils oublient ainsi que la France est un des pays avec le régime pénal le plus répressif en matière de stupéfiants, alors que nous restons un des plus gros consommateurs de drogue. Mais qu'importe, ce qu'il faut, c'est taper sur ces saletés de toxicomanes délinquants. Dans votre rapport, il n'y a point de compassion pour les victimes, leurs familles. Vous ne vous intéressez qu'aux toxicomanes délinquants. Et vous indiquez que nous avons tout essayé et que le tout répressif ne marche pas. Mais tout de même, le tout répressif, vous parlez de l'amende forfaitaire délictuelle de 200 € qui n'est recouvrée que dans 30% des cas. Merci. C'est ça le tout répressif. On a réellement atteint le fond avec ça. Et je ne sais pas quel but vous poursuivez, c'est ma question, avec cette vieille antienne gauchiste. Et qu'importe si ce sont les Français qui trinquent. La répression du consommateur a également occulté des politiques publiques l'enjeu de la prévention, par la sensibilisation de la population sur les dangers sanitaires de ces substances et les problématiques liées au développement des conduites addictives. Les politiques de réduction des risques et de prévention de la consommation sont désinvesties au profit de la stigmatisation du consommateur. Il existe pourtant des politiques de prévention efficaces et qui ont fait leur preuve en permettant d'orienter les usagers de produits stupéfiants vers des structures de soins et de prendre en charge leur addiction. Comme les rapporteurs le rappellent, le plus grand exemple historique de prohibition, c'est l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, dont l'échec n'est plus à démontrer. Alors que l'alcool est une drogue comme les autres, voire une des drogues les plus dangereuses, la prévention et la sensibilisation aux risques restent l'option la plus efficace pour sauver des vies et épargner la santé des Français. Moi, je suis pas en train de vous dire « youpi, vive la consommation », je suis en train de vous dire l'inverse. Moi, faire ce rapport, ça m'a fait prendre conscience du problème posé en France par les drogues d'une manière générale et en particulier par l'alcool. D'accord ? Moi, je me suis rendu compte en faisant ce rapport que l'alcool est une des drogues les plus dangereuses et alors tout le monde considère que c'est normal de boire de l'alcool, ça fait partie de la culture après tout, et puis d'abord on est des producteurs de vin, donc... mais justement, comment a-t-on réussi jusqu'à présent à faire baisser la consommation d'alcool ? Par des politiques de prévention. Est-ce qu'on a interdit l'alcool ? Non. Là où ça a été mis en place l'interdiction et la prohibition de l'alcool, on a eu des résultats désastreux aux États-Unis quand ça a été mis en place. Peut-être est-il temps de s'interroger sur les méthodes qui sont mises en œuvre. Et je vais vous dire, il y a des bonnes nouvelles en fait, qui sont jamais mises en avant. Il y a une baisse de la consommation des drogues d'une manière générale chez les plus jeunes. D'où ça vient la baisse de la consommation de drogue chez les plus jeunes ? Précisément, en partie, de politiques de prévention, mais qui ne sont pas mises en œuvre par l'État, qui sont mises en œuvre par les influenceurs qui disent que pour faire du sport, il vaut mieux pas être drogué et qu'il vaut mieux pas boire d'alcool. Et je trouve que c'est des bons messages de prévention. Mais la droite réactionnaire, elle, le seul message qui l'intéresse, c'est réprimer, réprimer, réprimer. Et en parlant de personnalités d'extrême droite au message simpliste, Bruno Retailleau s'est illustré lors des questions au gouvernement. Mardi 18 février, Bruno Retailleau a répondu aux questions de 2 députés du NFP sur l'agression fasciste de dimanche dernier. Dimanche dernier, dans le 10e arrondissement de Paris, alors que se projetait le film Z de Costa Gavras, une vingtaine de nervis d'extrême droite, cagoulés, armés, a attaqué les participants avec l'intention de faire mal, voire de tuer. Avant de fuir, l'un d'eux a crié « Paris est nazi ». 6 personnes sont en garde à vue, une enquête a été ouverte. Notre démocratie fonctionne encore, mais comment expliquer ? Comment admettre que des groupes récemment dissous s'autorisent à de telles démonstrations terroristes en plein Paris ?
Quelles protections sont prévues en amont de ces réunions d'associations, pourtant souvent désignées comme des cibles? 2 jours ont passé et aucun mot n'a été prononcé de votre bouche, alors que 2 personnes ont été violemment frappées, poignardées et envoyées à l'hôpital. La situation est extrêmement grave, comme Raphaël Arnaud et Pouria Amirchahi l'ont rappelé. L'extrême droite est de plus en plus décomplexée. La semaine dernière a été rythmée par des révélations de salut nazi au sein de nos universités, notamment du syndicat de l'UNI, qui a été défendu en chœur par la droite et l'extrême droite, ici même à l'Assemblée. C'est une extrême droite décomplexée, enivrée par le salut nazi d'Elon Musk à la face du monde qui parcourt aujourd'hui les rues de nos villes. À Angers, à Lyon, à Saint-Brévin-les-Pins, à Tours et à Paris, elle s'exhibe, elle menace et agresse impunément. La bride est lâchée depuis trop longtemps. Cette situation n'est pas sans rappeler la montée du nazisme. Jadis, les milices fascistes étaient lâchées dans les villes pour commettre d'atroces pogroms. Comme les députés l'ont rappelé, c'est la connivence de la droite avec l'extrême droite qui donne à ces criminels un sentiment grandissant d'impunité. Vous épousez les postures martiales, jetant ici en pâture les Français aux mémoires immigrés ou aux sang mêlés, ou faisant là de la gauche ou des démocrates l'ennemi numéro 1. Nous appelons tous les républicains à être à la hauteur du grand danger qui nous guette. En êtes-vous seulement capable, vous qui déclarez, comme Laurent Wauquiez, qu'à part en matière économique, vous avez les mêmes idées que l'extrême droite? Comment ne pourrait-il pas se sentir légitime lorsque des médias et des responsables politiques tentent de justifier les saluts nazis d'Elon Musk? Évidemment, Raphaël Arnaud a rappelé le 2 poids 2 mesures systématique des médias et de la droite quand il s'agit de la violence sociale. Alors que des accusations diffamatoires d'antisémitisme se sont abattues sur le mouvement étudiant qui soutient la Palestine, nous étions à nouveau bien seuls à dénoncer les insultes racistes, antisémites et islamophobes. Monsieur le ministre de l'Intérieur, après l'attentat commis par un suprémaciste blanc qui avait fait 3 victimes kurdes dans le même quartier de Paris, votre prédécesseur, Monsieur Darmanin, avait fait la promesse de protéger ceux et celles qui avaient combattu et repoussé Daesh. Si la confiance que nous portons pour ce gouvernement est proche de zéro, là, on touche le fond. Pas une seule déclaration de votre part. Après l'absence de réaction volontaire lors du meurtre à l'arme à feu du rugbyman Martin Aramburu, l'abandon du maire de Saint-Brévin lorsqu'ils ont incendié son domicile, nous connaissons trop bien l'histoire pour nous rappeler sur quelle pente dangereuse la Macronie s'est engagée. Au slogan « Paris est nazi », nous répondons « Paris est antifasciste » et appelons à la mobilisation générale le samedi 22 mars contre l'extrême droite et votre gouvernement qui leur ouvre la loi. À ces accusations, le ministre n'a eu qu'une seule réponse. La violence d'extrême droite, c'est grave, mais attention, celle de l'ultra-gauche l'est tout autant. S'il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence. C'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. Des militants fascistes attaquent, mais Retailleau trouve le moyen de parler de l'ultra-gauche. Alors évidemment, quand ce fut le tour de Raphaël Arnaud, il s'en est donné à cœur joie. Mais je ne reçois de vous, monsieur le député, aucune leçon. Aucune leçon. Vous qui aviez traité d'assassins en Nouvelle-Calédonie les forces de l'ordre. Vous les aviez accusés d'assassiner des Kanaks. Vous qui aviez accusé les forces de sécurité intérieure d'être des enfants de Pétain. Vous qui avez été porte-parole de la Jeune Garde et plusieurs plaintes ont été déposées. Faudrait qu'on puisse porter plainte contre les réponses à côté de la plaque aussi. Sans surprise, on a trouvé un Retailleau modéré et satisfait des quelques actions judiciaires qui ont résulté de cette agression d'une gravité inouïe. Monsieur le député, sachez que la République et ses représentants, les préfets, les forces de l'ordre, sont intraitables avec ceux qui propagent la violence. Nous aurons la plus grande fermeté avec quiconque en France, et peu importe l'idéologie, d'extrême droite ou d'ultra-gauche, commettra des crimes, des délits, d'où que cela vienne. D'où que cela vienne, il aura quand même surtout réussi à parler essentiellement de ce qu'il appelle l'ultra-gauche à propos d'une agression commise par l'extrême droite. Vous, monsieur Retailleau, qui osez pointer la responsabilité de la gauche, sachez que nous nous plaçons dans l'héritage de Missak Manouchian. Voici pourquoi nous nous tenons ici, devant la représentation nationale, fiers et dignes de notre histoire et de nos combats. Merci beaucoup. Voilà pour cette fois. Vous me retrouverez très vite pour décrypter les élections parlementaires allemandes qui s'annoncent très périlleuses pour la gauche. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et si vous le pouvez, de faire un don ou de vous abonner sur blast-info.fr. Dernier point, à l'heure où nous publions cette vidéo, il reste 137 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. Certains hommes, législateurs, juges, philosophes, honnêtes gens disent « Nous marchons dans la justice ». Oui, comme les voleurs dans le grand chemin. Victor Hugo,
Océan Prose, feuillet explicatif du numéro 6. J'ai donc finalement accepté la proposition du président de la République, volontaire pour servir mon pays, servir la République, ses libertés essentielles, son état de droit. Cela suppose évidemment de se dépouiller de ses habits militants. J'y suis prêt.